Le 16 décembre 2012, à New Delhi, une jeune étudiante a été violée puis battue à mort à coups de barre de fer par ses ravisseurs. Elle mourra par la suite d'une lésion cérébrale. Est-ce que cela s'est passé dans un coin sombre? Non. Cela s'est passé dans un autobus. Selon de nombreuses sources, le chauffeur était présent pendant l'incident. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi est-il resté là immobile à regarder cette jeune femme se faire tuer? Avait-il peur? Non. Cela nous semble incroyable qu'un être humain normalement constitué n'ait pas été sensible à cet acte atroce. Cette jeune femme a été traitée comme une moins que rien et personne n'a rien fait. L'Inde serait-elle tombée si bas que seul un viol ait réussi à porter l'espoir d'un changement de mentalité? Ainsi dit, un jeune Indien interrogé par un journal de Madras. Les jeunes Indiens, femmes, enfants et même les hommes sont descendus dans la rue pour dénoncer l'inaction des autorités. Que devient l'Inde? Que fait-elle de ses valeurs démocratiques, alors même que l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que ces droits s'appliquent sans distinction de race, de couleur, de sexe? L'Inde affiche si fièrement d'être la plus grande démocratie du monde. Mais je pense que nous savons tous très bien à quoi ressemble la réalité. L'Inde est une société patriarcale. Elle est dominée par le machisme et l'égoïsme masculin. Qu'est-ce qui empêche que cela change? Deux facteurs en particulier empêchent l'évolution de la société: les pratiques sociales traditionnelles et le faible respect de la loi. Parlons d'abord des pratiques sociales traditionnelles, aussi appelées coutumes ancestrales, telles que la coutume de la dot, qui consiste à s'acquitter d'une somme pour marier sa fille. Cette coutume de la dot fait des milliers de victimes. Le mari, pour être convaincu d'épouser la femme, reçoit une dot payée par la famille de celle-ci. On pourrait supposer que c'est une sorte de vente qui ne dit pas son nom. Malheureusement, si le mari se rend compte que la famille de l'épouse est trop pauvre pour payer la dot, la malheureuse devient alors l'objet de maltraitance, de mauvais traitements de son mari et de sa belle famille, comme par exemple la violence domestique. La vie de ces femmes est une prison, un enfer. Elles sont parfois contraintes, obligées, forcées d'épouser un homme qu'elles ne connaissent pas, un homme qu'elles n'aiment pas. Ont-elles le droit de refuser, de protester? Ce serait très mal vu. Il ne faut surtout pas faillir à son devoir, c'est-à-dire déshonorer la famille. Alors même que la Déclaration universelle des droits de la femme dit bien dans l'article 6 qu'elle aura au même titre que l'homme le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement. Ces femmes sont piégées, prisonnières, condamnées à subir les violences incessantes de leur époux. Et cette pratique de la dot ne fait qu'envenimer la situation des femmes en Inde. Avec le temps, elle a connu une dérive marchande qui favorise le chantage, la cruauté. Par exemple, chaque année, des centaines d'Indiens sont brûlés vifs par leur époux ou leur belle famille qui s'estiment flouée par des dots non honorées. Est-ce là une façon d'agir digne d'une société démocratique? C'est une honte, un déshonneur pour l'État indien. Une Indienne est assassinée toutes les heures à cause de la dot. Pourtant interdit par la loi, cet usage persiste. De même, la sélection à la naissance est une pratique courante en Inde. Est-ce un crime de naître femme dans ce monde? En Inde, les filles sont perçues comme un fardeau financier par leurs parents qui doivent payer une dot pour les marier.
Alors ces derniers ont recours au féticide qui consiste à supprimer, éliminer les fœtus de sexe féminin. Qu'est-ce qui pousse ces femmes à agir d'une manière aussi odieuse, aussi monstrueuse? Pourquoi doivent-elles sacrifier leur bébé? Eh bien, c'est très simple. Avoir une fille en Inde est un risque mortel. Une Indienne qui met au monde une fille peut être renvoyée par son mari et par sa belle famille. Elle peut être battue, voire tuée. Si c'est une fille, elle est obligée, forcée par sa belle-mère de tuer, d'assassiner son propre enfant. Une pratique abominable, inhumaine et contraire à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui indique que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nous avons également la servitude qui est un autre exemple d'humiliation car ces femmes se font martyriser, torturées pour avoir quitté un employeur et conduit un petit ami. Certaines sont brûlées à l'acide, un acte de barbarie inconcevable pour une société qui prétend être démocratique. Cette situation est révoltante et ces violences ne cessent de s'amplifier à cause du manque de volonté politique et de la quasi-impunité dont jouissent les agresseurs dans un pays qui a pourtant signé et ratifié en 1993 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il est temps de faire évoluer les mentalités. La mort de la jeune étudiante a attiré l'attention de tout le monde. Elle est à présent le symbole de la lutte contre la violence faite aux femmes en Inde. Les femmes ont réagi en assistant à des cours d'autodéfense. Le gouvernement a ouvert une ligne d'assistance téléphonique pour femmes en détresse. C'est pourquoi agir contre la violence faite aux femmes en Inde, c'est aussi agir contre le machisme et l'inégalité des sexes. Agir, mais comment? Il faut tout d'abord sensibiliser le peuple indien par des campagnes publicitaires, alerter la population par les médias et soutenir les mouvements de défense des droits de la femme dans tout le pays. Cette situation est une catastrophe, un fléau aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Qu'en est-il des femmes qui vivent dans les villages? Ces femmes-là, elles vivent systématiquement dans la peur, l'angoisse, la terreur d'être agressées. Certaines sont victimes de viols et n'osent pas porter plainte, craignant d'être jugées. Et quand elles décident enfin de porter plainte, le policier, un homme d'État, un homme qui doit normalement faire exécuter et appliquer la loi, essaie de les convaincre de retirer la plainte ou d'épouser son violeur en lui faisant croire qu'il sera le seul à lui rendre son honneur. Il est grand temps de se révolter. Les autorités indiennes doivent prendre au sérieux les plaintes pour viol et les agressions sexuelles. Il faut prendre des mesures concrètes et les appliquer. Le gouvernement doit alourdir les condamnations envers les agresseurs, modifier les comportements sexistes chez les politiciens, dans les médias, les écoles, le milieu professionnel et surtout continuer à lutter pour obtenir des changements. Ainsi, moi, jeune femme d'une société moderne, j'en appelle à votre conscience pour lutter contre toute forme de violence faite aux femmes, non seulement en Inde, mais aussi un peu partout dans le monde. L'Inde n'est d'ailleurs pas la seule concernée. C'est loin l'Inde, n'est-ce pas? Mais savez-vous qu'en France aussi, en 2012, plus de 148 femmes ont été tuées sous les coups de leur mari ou de leur concubin? Il est dur d'être femme, quel que soit le climat où l'on est. Et souvent, notre douleur est invisible. Aussi, je vous engage tous à multiplier les efforts pour, avant même de respecter la parité, de respecter la vie de vos filles, de vos campagnes, que ce soit en France ou en Inde.